I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Human presence in space. Human presence in space. Presence in space. In space. In space. Bonsoir à tous. Donc, une question qu'on entend, ou une remarque qu'on entend souvent, c'est finalement la recherche fondamentale, ça coûte très cher, et à quoi ça sert? Et quand on parle du CERN, par exemple, de ce que nous disait Hubert ce matin, il y a un très mauvais bilan thermique, un très mauvais bilan carbone, plus exactement, puisque la consommation du CERN, c'est à peu près l'équivalent de la ville de Genève en énergie. Tout ça pour trouver un boson de Higgs. Bon, alors on se dit, naturellement, vous, moi, les contribuables, on se dit, à quoi ça sert? Et en fait, ça sert. Souvent, ça sert, mais pas tout de suite. Il faut du temps. Entre la recherche fondamentale et les applications dans la vie courante ou dans la vie de tous les jours, eh bien, il faut du temps. Et c'est cette échelle de temps dont va nous parler Clément Cyr. Alors, Clément Cyr, il est enseignant à l'Institut de physique théorique de l'Université de Toulouse. Et je dois aussi lui rendre hommage parce qu'il nous a beaucoup aidé pour la préparation du marathon des sciences. Et c'est à lui en particulier que vous devez la présence de Guy Terrolas, qui a fait une magnifique conférence samedi dernier. J'imagine. Voilà, Clément, je te cède la parole. Je te remercie. Et je voulais remercier donc les organisateurs du festival et en particulier Bruno pour me donner l'occasion de revenir et de vous présenter, donc pas comme l'année dernière, une présentation purement entre guillemets scientifique, mais une présentation un peu plus historique, puisque je vais vous présenter au travers de l'évocation de quelques découvertes que vous connaissez tous, un peu le cheminement des idées qui ont conduit à ces découvertes et le temps que ça a mis. Je voulais juste vous mentionner deux choses avant de commencer. C'est que cette présentation, ainsi que d'autres présentations de vulgarisation, sont disponibles sur le site du laboratoire. Vous tapez ou bien laboratoire de physique théorique ou mon nom sur Google. Et vous trouverez notamment un lien vers un article qui a été écrit pour un site web qui s'appelle RageMag et dont le sujet est assez lié à la présentation d'aujourd'hui. Alors, la plupart des scientifiques, notamment quand ils travaillent en recherche fondamentale, dans une soirée, au restaurant, finalement, la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» arrive assez rapidement. Et la deuxième question, 10 minutes plus tard, quand vous avez vaguement expliqué ce que vous faites dans la vie, c'est oui, mais ça sert à quoi ce que tu fais? Alors imaginez, dans la plupart des métiers, dans le vôtre, on vous demanderait, vous êtes infirmier, vous êtes postier, mais ça sert à quoi? C'est un peu vexant. Alors, l'idée de cette présentation, c'est de comprendre qu'il faut savoir apprécier le temps nécessaire entre recherche fondamentale, découverte fondamentale et leurs applications. Et le but de cette présentation, ça va être un peu justement d'éclaircir un petit peu ces différentes étapes. Et je vais illustrer, alors plutôt avec des exemples tirés de la physique, hein, je suis physicien au laboratoire de physique théorique donc à Toulouse.
Et donc, je vais vous parler du laser. C'est pas innocent, le laser a fêté en 2010 ses 50 ans. Je parle de 50 ans de la première réalisation d'un laser, mais vous allez voir que son histoire commence bien avant. Et puis je vous parlerai des cristaux liquides. Maintenant, vous avez une télé, un écran, un smartphone qui utilise des cristaux liquides. À nouveau, vous allez voir que c'est une vieille découverte et qui a eu une évolution lente. Je pense que c'est pas mentir de dire que l'électronique est l'avancée technologique qui a le plus bouleversé notre société depuis 50 ans. On pourrait me dire que c'est assez provocateur ce que je vais dire. On pourrait me dire que c'est les antibiotiques. Et ben moi, je vous dis non, c'est l'électronique. Les antibiotiques, on mourrait peut-être un peu plus tôt, mais finalement, à l'échelle de la planète, je sais que c'est assez provocateur. Si vous regardez ce qui a vraiment bouleversé votre vie de tous les jours, c'est l'électronique. Et vous allez voir que l'électronique, c'est un peu la fille naturelle de la mécanique quantique. Et tous ces objets qui nous entourent, que ce soit dans votre voiture, les ordinateurs, votre smartphone, presque tout ce qui marche à l'électricité aujourd'hui, eh bien, je vous raconterai un petit peu la genèse. Et puis je vous parlerai un petit peu du futur aussi, avec la supraconductivité. Ça, pour l'instant, vous n'avez pas ça dans vos maisons. Mais on va voir qu'on n'est peut-être pas si loin de voir ça un petit peu arriver dans notre vie de tous les jours. Et pourtant, on va voir que la supraconductivité est peut-être l'une des plus vieilles découvertes parmi celles que je cite aujourd'hui. Alors, il faut juste que l'électronique marche. Voilà. Donc, le laser, et je vais vous d'abord, parce que le but c'est de faire quand même aussi un petit peu de science, vous expliquer comment un laser marche avant d'évoquer son histoire. Alors on arrive en fait aux prémices de la mécanique quantique, et dans mécanique quantique il y a quantique, et en fait c'est le fait que à la fin du 19e siècle, les physiciens ont réalisé que quand vous éclairez un gaz, eh bien il va absorber de la lumière d'une certaine couleur, de certaines couleurs, mais pas d'autres. Et de façon un peu inverse, il va nous recracher, il va nous réémettre des lumières à des longueurs d'onde, c'est-à-dire des couleurs bien fixées, et le mot quantifié a émergé de ce phénomène et du fait que, et ça c'est à Einstein notamment qu'on le doit, qu'on a identifié que la lumière était à la fois une onde lumineuse, mais était composée de grains de lumière appelés photons. Donc on va voir... alors l'un des résultats très importants qui vient de la mécanique quantique et qui a donné ce mot quantifié, c'est-à-dire discret, c'est le fait que dans un atome, les électrons ne peuvent prendre que des énergies bien définies. C'est-à-dire ça ne peut pas être n'importe quelle énergie comme une balle de ping-pong. Les électrons vont prendre des énergies bien fixées que je représente par ces traits. Donc il y a l'énergie la plus basse, la deuxième énergie, la troisième énergie, etc. Là je vous donne l'exemple du sodium. Alors voilà. Alors, eh bien justement, si on peut faire passer un électron qui serait à cette énergie, bah pour qu'il ait cette énergie, il faut lui donner de l'extérieur cette différence d'énergie, et on peut réaliser cette excitation, c'est comme ça, c'est le terme consacré, en lui envoyant de la lumière qui a exactement cette différence d'énergie. Et l'énergie de la lumière, c'est essentiellement sa couleur, sa fréquence, et c'est ce nu que vous voyez. Et donc, il faut pour faire passer un électron du niveau M au niveau N, bon là, du niveau 1 au niveau 2, eh ben, il faut lui envoyer un photon, de la lumière, donc composé de photons, et qui a comme énergie, je vous donne une célèbre formule de Planck, d'Einstein, qui est une certaine constante, qui s'appelle aujourd'hui la constante de Planck, H, fois bêtement la fréquence d'oscillation de cette lumière. Et la fréquence est directement liée à sa couleur qu'on voit cette lumière, mais par exemple les rayons X qu'on ne voit pas c'est de la lumière à très haute fréquence.
Par contre, l'infrarouge ou les micro-ondes de votre four à micro-ondes, c'est de la lumière aussi, mais à des fréquences beaucoup plus basses. Et plus la fréquence est élevée, par exemple les ultraviolets, les rayons X, et plus l'énergie de cette lumière est intense. Voilà. Donc ça, c'est les prémices de la mécanique quantique. Et donc, je vais illustrer d'une autre façon un peu plus graphique que ce que je viens de vous dire. Eh bien, vous pouvez, en envoyant de la lumière, c'est-à-dire ce photon, ce petit truc bleu que vous avez vu arriver, vous faites grimper d'un niveau l'électron. Et l'électron, lui, peut à l'inverse, spontanément perdre de l'énergie et redescendre dans le niveau d'en dessous. Et dans ce cas-là, il va recracher un photon, vous allez voir. Bon, là, c'est un dessin animé. Pouf, un photon qui aura exactement l'énergie perdue par l'électron. La conservation de l'énergie dans la nature. Alors, on arrive à la base du laser et vous allez voir la personne qui est encore à l'origine de ça. On a presque envie de dire c'est toujours le même. C'est notre ami Albert Einstein qui a eu officiellement le prix Nobel pour l'effet photoélectrique, c'est-à-dire à la base finalement aujourd'hui des panneaux solaires. C'est-à-dire, mais bien sûr. Enfin, il l'a eu pour l'effet photoélectrique et ses diverses contributions à la physique théorique. Mais le comité Nobel n'a pas eu le courage à l'époque de mentionner la relativité à la fois restreinte et générale comme la raison officielle pour donner son prix Nobel. Alors, ce qu'a découvert au début théoriquement, hein, c'était vraiment le fruit des lucubrations théoriques, donc en 1917, ce qu'a découvert, ce qu'a imaginé Einstein, c'est l'effet suivant, qu'on appelle aujourd'hui émission stimulée. C'est de dire que, regardez, on va d'abord envoyer un photon, ça y est, notre électron va être excité, et dans la foulée, on va lui envoyer un photon qui a exactement l'énergie entre les deux niveaux. Et ce qui va arriver, donc je recommence, un premier photon arrive, l'électron est excité, un deuxième photon est envoyé, et deux photons sont alors émis quand l'électron revient. Alors on revoit le cartoon là, ça y est, et vous voyez, alors c'est normal parce que là pour l'instant j'ai une certaine énergie, j'ai atteint cette nouvelle énergie, je récupère l'énergie du nouveau photon, et maintenant il faut que je recrache deux fois cette différence d'énergie si je redescends. Hein. L'énergie est conservée, on va dire que là l'énergie c'est 0, là l'énergie c'est 1. Donc là je suis à 0, je capture celui-là, je suis à 1, j'en capture un deuxième, je suis à 2, et donc il faut que je recrache 2 si je redescends à 0. Et je recrache donc 2 photons, et le résultat qu'a montré Einstein, c'est que les 2 photons qui vont être réémis dans ce processus d'émission stimulée parce que vous voyez que l'émission va être due à l'absorption assez curieusement d'un autre photon, eh bien ces 2 photons qui vont sortir de ce processus sont totalement identiques selon tous les critères, je ne vais pas les préciser, la polarisation, l'énergie, le moment, etc. et notamment la longueur d'onde. Eh bien ces 2 photons sont totalement identiques. Ce que je viens ce que j'écris à nouveau ici. Et d'une certaine façon, vous voyez que la lumière, on a les prémices d'un phénomène d'amplification qui va être développé et qui va conduire au laser, comme vous allez voir dans quelques instants. Alors, d'abord, il a fallu confirmer expérimentalement ces élucubrations théoriques. Et ça a déjà mis une bonne vingtaine d'années, c'est-à-dire pour contrôler ce phénomène, pour l'observer. Je vous cite deux personnes qui ont eu, notamment Rudolf Landenbourg, des contributions importantes du point de vue expérimental, c'est-à-dire pour confirmer la réalité et maîtriser au mieux cet effet. Et assez rapidement, enfin vous voyez, c'est déjà 22 ans après la découverte d'Einstein, eh bien, les physiciens ont commencé à imaginer les possibilités de l'exploitation de ce phénomène physique pour produire des amplificateurs de lumière et qui vont, d'une certaine façon, convertir, vous allez voir, l'énergie en lumière. Et le problème,
ce que vous avez vu dans le dessin animé, vous receviez un photon, puis un deuxième, et vous en recrachiez deux totalement identiques. Le problème, ça va être d'entretenir ce phénomène. Et l'un des pas critiques pour entretenir ce phénomène et réaliser un laser a été donc réalisé par Alfred Kastler et Jean Brossel à l'École normale à Paris. Seulement, Kastler a eu le prix Nobel. Bon, il était désolé que son collègue ne l'ait pas eu. Et donc, ils ont proposé la méthode de pompage optique, qui est une méthode qui permet d'entretenir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permet d'entretenir ce phénomène. Et donc, je vais vous montrer à nouveau, sous la forme d'une animation, un petit peu le principe du fonctionnement du laser, sachant que derrière, vous avez cette émission stimulée qui va à chaque fois recracher deux photons identiques. Alors, on va apporter de la lumière, mais qui sera non cohérente au sens où les photons seront très différents, n'auront pas tout à fait les mêmes propriétés que le rayon laser qui va être émis de l'extérieur, et on produit l'effet stimulé que je vous ai montré tout à l'heure. Les photons, les grains de lumière, ou l'onde de lumière est capturée par deux miroirs, et donc rebondit entre les deux parois du laser, et bien sûr, sur son chemin, rencontre des atomes et reproduit de l'émission stimulée, qui va reproduire des photons identiques. Et donc, vous voyez cette espèce de réaction en chaîne qui commence à se créer. Et en fait, l'un des miroirs est, par exemple, semi-réfléchissant, c'est-à-dire il va recracher un photon sur 100, un grain de lumière sur 100, 1% des grains de lumière, et c'est votre rayon laser. Voilà. Donc vous avez, on va dire, une explication, une description qualitative du laser. Mais il faut bien comprendre que la lumière qui est à l'intérieur et qui est produite par cette émission stimulée, tous les photons sont totalement identiques, ont exactement le même moment, c'est-à-dire la même vitesse, par exemple. Enfin non, c'est la vitesse de la lumière, mais la même direction, et même d'autres quantités qui caractérisent la lumière, eh bien, sont totalement identiques. Ce qui fait que vous avez ce qu'on appelle un rayon d'une cohérence, et c'est exceptionnel. Vous voyez qu'il n'a rien à voir avec la lumière que nous envoie, d'ailleurs qui est très multicolore, que nous envoie le soleil ou cette lampe, cette lumière jaune, qui est jaune parce que justement c'est un mélange de plein de couleurs de lumière, alors que le laser, tous les photons qui sortent du laser ont exactement la même longueur d'onde, c'est-à-dire la même couleur quand cette couleur est visible. Voilà. Alors, je fais une petite parenthèse cocorico, parce qu'il se trouve que la physique des lasers est quand même une des grandes spécialités françaises. Donc, je vous ai mentionné le prix Alfred Kastler, qui avait reçu le prix Nobel en 1966. Depuis, dans le domaine pur des lasers, il y a eu deux prix Nobel français. Claude Cohen-Tanucci, qui a utilisé les méthodes laser pour refroidir les atomes, c'est-à-dire essentiellement les immobiliser, ce qui permet aujourd'hui, au moins en laboratoire, de manipuler les atomes complètement identiques, et d'ailleurs de trouver des effets physiques particuliers pour des atomes aussi froids. Et tout dernièrement, puisque c'est tout simplement le dernier prix Nobel, Serge Haroche, à nouveau dans le même laboratoire, qui s'appelle aujourd'hui le laboratoire Kastler-Brossel, qui a eu le prix Nobel 2012, et notamment pour avoir développé des méthodes qui permettent de traiter ces photons que vous avez vus, qui constituent la lumière, mais de pouvoir les manipuler de façon individuelle, c'est-à-dire même de les compter, de pouvoir compter aujourd'hui combien il y a de photons dans une cavité, et de pouvoir manipuler cette lumière de façon vraiment en manipulant chaque grain de cette lumière, avec peut-être, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais avec peut-être plus tard des applications pour l'ordinateur quantique, l'ordinateur du futur. Ça pourrait être l'objet d'une autre présentation. Et puisque je suis dans le transparent cocorico, je peux citer à nouveau dans le domaine laser le récent prix Wolf, c'est un peu l'antichambre du Nobel, au sens que c'est un prix un peu plus récent, un peu moins prestigieux, beaucoup mieux doté, mais où je crois c'est 2 tiers des gens qui ont reçu ce prix ont fini par avoir le Nobel.
Les gens pensaient d'ailleurs que Alain Aspect, qui a eu le prix Nobel à nouveau pour des travaux autour de la physique des lasers et des fondements de la mécanique quantique, aurait le prix Nobel. Et la bonne surprise, c'est que Haroche l'a eu, mais Alain Aspect est, on va dire, dans la liste des favoris pour les prochains prix Nobel. Il a eu le prix Wolf avec 2 autres Français un peu dans le passé, Albert Ferd qui a eu le prix Nobel en 2007 aussi, et Pierre-Gilles Degène qui a eu le prix Nobel en 91, vous voyez, juste à nouveau une année après le prix Wolf. Je voulais mentionner qu'avec le dernier de la liste des prix Nobel depuis 20 ans, bon, Kastler, il est bien sûr, il y a eu même un autre prix Nobel entre Kastler et ces gens-là, mais je parlais de la physique. Alors là, voilà, on a le problème de l'électronique. Donc une petite pensée pour George Sharpark qui travaillait au CERN et qui a eu le prix Nobel en 92 pour son invention et le développement des détecteurs de particules au CERN. Voilà, donc c'était un petit transparent cocorico. Alors maintenant, on va arriver sur l'aspect, vous voyez, vous avez compris que de 1917, l'histoire a commencé. Maintenant, la question est de savoir comment on est arrivé à opérer des yeux ou à écouter de la musique avec du laser. Et donc, vous avez vu les premiers développements autour de l'émission stimulée, du pompage optique. Et là, ça commence un peu à se précipiter. Et effectivement, cet amplificateur, très rapidement après la découverte du pompage optique, eh bien, sont arrivés l'ancêtre du laser, mais avec des micro-ondes. Alors les micro-ondes, c'est donc ce qu'émet votre four. C'est malheureusement pour pas mal d'applications pas très, c'est moins intéressant, on va dire. Et l'idée, c'était de pouvoir faire un laser avec n'importe quel type de lumière, et par exemple de la lumière visible. Et c'est effectivement ce qui est arrivé en 1960, et donc, comme vous pouvez vérifier, 2010 fêtait les 50 ans du laser, par Theodore Meyman, qui n'a pas eu le prix Nobel, contrairement à l'inventeur du Maser, mais bon, il était en bout de chaîne, hein. Il faut quand même dire que voilà, ça n'a pas été un pas décisif, c'était juste de faire ce qu'on savait faire avec d'autres types de lumière, de le faire avec de la lumière visible. Et le laser a finalement été inventé assez tardivement, en 1959 seulement, et vous voyez d'ailleurs que le S et le E de laser, c'est l'émission stimulée d'Einstein. Amplification de la lumière par l'émission stimulée de radiation. Alors, on en arrive maintenant à, si l'électronique veut bien participer, voilà, au développement donc, de ces... on a vu que le cœur des recherches sur le laser, mais vous avez bien vu, simplement par l'évocation du prix Nobel 2012, qu'elle continue encore aujourd'hui, bien sûr, et que surtout maintenant on regarde comment avec le laser on peut étudier les atomes et approfondir notre connaissance des atomes et de la physique à l'échelle donc atomique. Donc maintenant j'en arrive plutôt à l'aspect application pour montrer que même ça a pris du temps, avec donc 5 ans après la découverte, après le premier laser, eh bien les toutes premières applications industrielles avec le perçage de diamants industriels. Et avec un laser, on réalise cette opération en 15 minutes au lieu, par moyen mécanique, des 24 heures qui était l'usage à l'époque. Alors bon, on va dire c'est une application marginale, c'est pas extraordinaire on va dire pour l'implication pour la société. Mais assez rapidement, dans les années 60 et 70, eh bien, le laser a été développé notamment pour des processus de découpe, donc des lasers assez puissants, et la finesse du rayon laser permettait bien sûr des précisions qui étaient au-delà de ce qu'on pouvait faire mécaniquement. Assez tôt, bien que ça se soit vraiment développé, on va dire, dans les années 90, la chirurgie laser, notamment pour les yeux, le traitement de la myopie, l'école russe a été fondamentale pour le développement de ce genre d'application. Et aujourd'hui, ça commence à devenir monnaie courante
pour certains cas de myopie, par exemple, ou pour d'autres opérations plus sérieuses, comme un décollement ou un déchirement de rétine, eh bien, de se faire cicatriser au laser. Alors, ça, c'est à peu près le premier moment où, je veux dire, le citoyen a vu l'apparition des lasers. C'est avec les lecteurs de code barre. Alors peut-être pas au tout début, puisqu'ils sont apparus en 1974, mais voilà, c'est lecteurs de code barre. Bon, à nouveau, c'est pas une application énorme. Et puis, bien sûr, ça commence à s'accélérer avec la première imprimante laser, inventée par Xerox, mais la première imprimante laser, c'était créée par IBM. Et la première imprimante commerciale, c'est beaucoup plus tard, c'est en 1981, Xerox à nouveau, et à un prix, bien sûr, complètement rédhibitoire pour l'époque. Avec l'inflation, vous pouvez multiplier ça par 3, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc c'est comme si on vous vendait aujourd'hui une imprimante à 50 000 €, alors que bon, les premiers prix d'imprimante laser aujourd'hui, c'est la centaine d'euros. Hein. Petite centaine d'euros, pas plus. Et bien sûr, le grand public a vraiment découvert le laser avec l'arrivée du compact disque. Alors souvent on dit le compact disque ça a été inventé par Philips. Vous allez voir que même la galette, c'est pas du tout Philips qui l'a inventé, c'est Philips qui l'a breveté pour écouter de la musique, ça n'a rien à voir. Vous avez bien vu que c'est dans le cheminement que je vous ai montré, on est loin de là, mais effectivement les premières applications commerciales à la musique, on démarrait avec le laserdisc, qui n'a pas, malheureusement, qui a eu une vie très courte, puisqu'il a été supplanté par la quantité d'informations qu'il pouvait héberger assez rapidement par le disque compact. Et vous êtes bien conscient qu'aujourd'hui, le disque compact, le CD, est lui-même en train de mourir de sa belle mort, remplacé par finalement le document électronique que vous allez télécharger sur Internet et que vous allez stocker sur votre disque dur de plusieurs centaines de gigaoctets, et nous allons revenir un peu plus tard sur votre disque dur actuel, justement. Alors juste pour terminer avec les applications contemporaines du laser, eh bien, il y a toujours, j'insiste là-dessus, c'est toujours un élément extrêmement important en recherche fondamentale, pour l'analyse des spectres, c'est-à-dire ces énergies d'atomes. Par exemple, en astrophysique, pour essayer d'identifier ces spectres, jouent un rôle très important parce qu'ils caractérisent une molécule, c'est-à-dire en regardant les états d'énergie d'une molécule, on arrive à la reconnaître. Et par exemple, même en astrophysique, en astronomie, pour connaître la composition d'un gaz dans une galaxie lointaine, eh bien, identifier la lumière, la couleur de la lumière, la longueur d'onde de la lumière qu'elle nous envoie est très important. On a vu les méthodes de refroidissement laser avec le prix Nobel de Cohen-Tanuji. En métrologie, par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, la seconde est définie. Allez voir sur Wikipédia la définition de la seconde, c'est assez hermétique, mais elle est définie via des oscillations d'atomes qu'on sait aujourd'hui uniquement mesurer grâce à des techniques laser. La microscopie, la fusion nucléaire, ça c'est un vieux projet et qui est à nouveau relancé aujourd'hui avec ITER, de reproduire sur Terre les mécanismes de production d'énergie qui s'opèrent dans les étoiles, comme notre Soleil, avec la fusion nucléaire qui, une conséquence de la relativité, produit énormément d'énergie. Le seul problème, c'est qu'avant de produire cette énergie, il faut rapprocher les atomes assez près, et ça coûte beaucoup d'énergie aussi, moins que ça va produire, mais en premier lieu, ça coûte beaucoup d'énergie, et c'est pour l'instant le verrou principal, et une des méthodes, c'est le confinement par des champs magnétiques, et éventuellement par des champs laser extrêmement intenses. Voilà. Donc ça, c'est les applications encore dans le laboratoire. Bon, j'ai déjà mentionné quelques applications médicales, notamment en ophtalmologie, mais aussi en dermatologie et tout simplement en chirurgie. Voilà. Alors bien sûr, industriel et commercial, c'est-à-dire que
d'objets que vous pouvez acheter. Donc en application industrielle, vous avez la découpe, ça c'est assez ancien, la gravure. Beaucoup de nos composés électroniques qui sont à l'intérieur de vos objets électroniques, eh bien, les chemins que vont prendre les électrons à l'intérieur de vos appareils, il y a plusieurs techniques, mais il y a notamment des techniques de gravage laser couplées à des méthodes chimiques, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle la photolithographie. Nouveau, des objets qui mesurent, des capteurs qui mesurent, qui font des mesures de précision, par exemple des mesures de pollution. Bien sûr, les communications optiques. Dans vos fibres optiques, c'est un rayon laser qui circule. Donc, d'une certaine façon, toute notre Internet marche avec des fibres optiques. J'en parle pas trop, mais les fibres optiques, c'est le prix Nobel 2009. C'est de la physique des années 60-70. Les diodes laser, ça y est, vous achetez maintenant votre téléphone, de plus en plus d'objets électroniques qui ont ces diodes laser, souvent en bleu. Depuis qu'on sait faire le bleu, c'est devenu de plus en plus populaire. Et donc l'électronique grand public, même si le CD-ROM est en train de mourir, eh bien, la tête de lecture, c'est pas cette tête de lecture mécanique de notre vieux vinyle. La tête de lecture, c'est un laser, et la tête de gravure sur les DVD, c'est un laser. Et vous voyez maintenant même de plus en plus de lasers utilisés dans des événements, dans des fêtes, des concerts, etc. Et bien sûr, malheureusement, parce que l'humanité a toujours exploité son savoir pour aussi se donner la faculté de se détruire, il y a des applications bien sûr militaires, popularisées par quelques guerres récentes, le pointage et le guidage, notamment de missiles qui maintenant frappent au mètre près, là où on veut. Bon, à part ce laser, celui-là est moins précis, évidemment. Alors, voilà, je change. Donc, je vous ai un petit peu évoqué l'histoire du laser. Et le temps, finalement, si je dois résumer, 1917, le fondement théorique. Pendant une vingtaine d'années, la confirmation et on va dire, une meilleure compréhension de ce qui tourne autour de l'émission stimulée. L'arrivée du pompage optique qui a été un pas déterminant. 10 ans plus tard, le premier laser, et encore, on va dire, il faut vraiment attendre les années 80, c'est-à-dire encore 20 ans, pour voir le laser arriver dans la vie industrielle et après dans les foyers. Alors les cristaux liquides, vous allez voir l'histoire, les cristaux liquides ont peut-être moins d'impact dans notre vie, quoique peut-être certains soirs, vous êtes bien content d'avoir votre écran à cristaux liquides, ainsi que sur votre téléphone. Mais c'est une histoire, en fait, je dirais presque plus ancienne, puisqu'ils ont été découverts dans les années 80, mais 1880, à Strasbourg. Alors, si vous vous rappelez votre cours d'histoire, Strasbourg était allemande. Et à Prague. Et finalement, donc, ces matériaux qui sont caractérisés, j'en dirai un petit peu plus après sur leurs propriétés, mais à l'époque, la seule chose qu'on pouvait voir, c'est qu'ils avaient... Dans certaines phases, ils étaient troubles, c'est-à-dire qu'ils ne laissaient pas passer la lumière, et dans d'autres phases, ils semblaient plutôt transparents. Et la question, donc, on sait que la transparence est souvent liée à l'ordre, et donc on sentait que ce n'était pas vraiment des liquides, ni des cristaux, mais le mot cristaux liquides n'a pas du tout été inventé à cette époque-là. C'était une forme de matière qui restait encore très très mal comprise, tout simplement parce qu'on n'avait pas les outils pour aller voir la matière à l'époque. Ce qui n'a pas empêché, donc, notamment Vorlander, de synthétiser la plupart des cristaux liquides connus à l'époque et encore qui sont utilisés aujourd'hui. Beaucoup ont été synthétisés dans les années 30. Et il a fallu finalement attendre les progrès de l'optique, justement, et notamment de la cristallographie, c'est-à-dire utiliser la lumière pour aller voir la matière, mais vraiment la matière à l'échelle des atomes, et là où l'école française d'ailleurs a eu un rôle très important, et notamment autour de Georges Friedel, qui lui-même était à Strasbourg, mais cette fois-ci Strasbourg qui était redevenue française,
Et donc des gens comme Bravais, Brillouin, etc., qui ont beaucoup développé la cristallographie à l'époque. Et c'est lui qui a inventé le mot cristaux liquides, d'ailleurs, et qui a pu voir, le justifier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a utilisé ce terme cristaux liquides, parce que vous allez voir que c'est des molécules qui s'ordonnent un peu comme dans un cristal. Un cristal, le sel, vous avez un atome de sodium, un atome de chlore, un atome de sodium, un atome de chlore, et cette répétition dans les 3 dimensions. Eh bien, là, vous allez voir qu'il y a des points communs, et en même temps, il y a des propriétés qui ressemblent énormément à un liquide, au sens où il n'y a pas de réseau rigide sous-jacent. Mais même à l'époque, même si on a identifié la structure de ces matériaux, la compréhension de ces différentes phases restait quand même un mystère, et c'est seulement dans les années 50-60, et notamment vraiment autour de Pierre-Gilles de Gennes. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais Kastler, De Gennes, Charpak ont eu le prix Nobel tout seuls. Et c'est extrêmement rare. Généralement, c'est vraiment le comité Nobel a considéré qu'il y avait vraiment quelqu'un qui avait contribué beaucoup plus que les autres. La plupart des prix Nobel sont donnés à 2-3 personnes, jamais plus que 3. Voilà. Donc ça, le fait que Pierre-Gilles de Gennes, donc depuis 1966, il y a eu 5 physiciens qui ont eu le prix Nobel tout seul en physique, donc, et seulement, donc, et dont 3 Français, c'est 3 Français et 2 Allemands d'ailleurs. Voilà. On a vu Hans Bethe, l'un des plus grands génies de la physique nucléaire et de la physique théorique, notamment en 1967. Voilà, donc Pierre-Gilles de Gennes, l'une de ses grandes contributions, mais il a contribué à tellement de domaines de la physique que ce serait assez réducteur, mais il a eu un impact énorme sur la physique des cristaux liquides, et notamment avec ses collègues à Orsay, et où il a prévu différentes phases, et expliqué pourquoi on avait toutes ces phases que je vais vous montrer. Je vous en montrerai que 3 tout à l'heure. Mais toutes ces phases différentes de cristaux liquides qui conduisent à des propriétés optiques complètement différentes, très différentes. Et la plus exotique des phases qu'il avait prévues a été observée il n'y a pas si longtemps, près de 30 ans après avoir été prédite théoriquement. Alors c'est quoi des cristaux liquides? Pour l'instant, c'est le sujet que j'ai complètement... le but, c'est quand même aussi de faire un petit peu de science. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais un bon résumé de ce qu'est un cristaux liquide, c'est un système qui est composé de molécules. Donc molécules, c'est un groupe d'atomes. Voilà, c'est des molécules typiquement d'une 40aine, 50aine, 60aine d'atomes. Mais c'est des molécules qui sont en forme de bâtonnets, et de bâtonnets symétriques. Alors là, je ne vous montre pas la composition chimique d'une de ces molécules. Ça ne va pas beaucoup vous éclairer, mais leur point commun, c'est que ce sont des molécules qui sont symétriques, hein, ce bout-là et ce bout-là sont complètement équivalents, et ont vraiment une forme oblongue. Et donc, selon les conditions de température, éventuellement si vous faites passer un courant électrique dans votre cristaux liquide, eh bien, ces molécules vont s'ordonner de façon très très différente. Je vous donne la phase nématique, où, comme dans un cristal, ils s'ordonnent tous dans une direction, mais par contre, vous voyez qu'ils s'ordonnent sans ordre relatif, c'est-à-dire les bâtonnets s'ordonnent, mais leur placement n'est pas sur un réseau cristallin. Vous avez la phase cholestérique, où vous avez un ordre. Les molécules s'ordonnent dans des plans, donc les molécules sont dans des plans, mais les plans eux-mêmes ne sont pas forcément ordonnés. Par contre, là, vous avez quelque chose qui ressemble de plus en plus à un cristal, où vous avez 2 phases smectiques, donc ça c'est le terme barbare, où vous voyez que les molécules s'ordonnent à la fois vers la même direction, mais en plus s'ordonnent dans des plans qui s'empilent les uns sur les autres. Et vous avez même des phases encore un peu plus exotiques, c'est la smectique C, où les molécules s'ordonnent dans des plans, s'ordonnent dans les directions, mais la direction n'est pas forcément la direction perpendiculaire à ces plans.
Voilà. Et en fait, il y a plein d'autres phases, dont beaucoup ont été prévues théoriquement par Pierre-Gilles de Gennes et ses collègues. Et bien sûr, toutes ces phases ont des propriétés optiques complètement différentes. En résumé, plus c'est ordonné, plus c'est transparent. Voilà. Et qui sont exploitées aujourd'hui dans diverses applications que je voudrais vous mentionner. Alors c'est moins spectaculaire, je vous l'accorde, que le laser ou l'électronique qu'on va voir dans un instant, mais c'est aussi intéressant parce qu'on a une histoire assez longue, et puis j'aime bien faire de temps en temps cocorico, et il se trouve que c'est un domaine où la physique française a pas mal contribué, et Strasbourg, aussi bien Strasbourg allemande que Strasbourg française. Donc, vous voyez assez rapidement, et c'est un peu ça l'idée que je voudrais quand même faire passer ici. C'est qu'à un moment, on ne peut exploiter technologiquement que des choses qu'on comprend. Et ça c'est vraiment... Parfois, on a tendance à l'oublier. Hein. On ne peut pas exploiter quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pas possible. C'est pas en faisant des trucs au hasard que les électrons vont faire ça. C'est pas possible. Vous comprenez bien que dans un téléphone portable, les milliards d'électrons, c'est à peu près ça, foncent. Alors on ne sait pas individuellement ce que fait chaque électron, mais ils font ce qu'on leur dit de faire. L'écran à cristaux liquides, ici, il a été fait pour faire ce qu'il doit faire. D'accord ? Et vous comprenez bien que si on est capable de faire ça, c'est qu'on comprend comment un cristal liquide marche, comment les électrons marchent, comment et tous les composés qui ont été faits là-dedans exploitent ces résultats et cette connaissance, et notamment pour toute l'électronique de la mécanique quantique. Donc ça, c'est très important. Et dès qu'on comprend, vous voyez, là, ça y est, ça démarre. Dès qu'on démarre, alors au début, ça reste... Vous n'aviez pas, pour ceux qui étaient là, à la fin des années 60, une montre à quartz, ça coûtait trop cher, c'était encore dans les labos, mais vous voyez les premières entreprises arriver, c'est Seiko. Alors il y a une grosse bataille entre Seiko et Tag Heuer, la boîte suisse, pour savoir qui a fait la première montre à cristaux liquides. Alors, bon, je ne rentre pas dans la bataille, je cite les deux, mais voilà. Donc, avec l'arrivée de la première montre à quartz à cristaux liquides, qui faisait rêver les gamins comme moi en 75. Les premiers écrans LCD, donc les LCD, c'est pour Liquid Crystal Display. Hein, c'est juste un sigle, c'est un écran à cristaux liquides, c'est ce que ça veut dire. Donc les premiers écrans à cristaux liquides, c'est 72. Alors bien sûr, on ne les voyait pas chez nous, parce qu'il y avait des freins technologiques, ça coûtait trop cher, c'était trop gros, c'était trop lourd, c'était trop fragile, il y avait trop de pixels défaillants, et c'est seulement à partir du moment où on sait produire un produit accepté par le grand public pour ses qualités de longévité, et de prix aussi, bien sûr, eh bien qu'on voit cette technologie arriver chez nous, et essentiellement à partir de la fin des années 90, jusqu'aux écrans LCD LED, diodes, voilà, donc ça c'est essentiellement des diodes laser, donc des diodes électroluminescentes. C'est en fait des petits semi-conducteurs. Quand vous faites passer un courant, ils éclairent, et c'est ce qui sert aujourd'hui à éclairer l'écran à cristaux liquides par derrière. Avant, on utilisait des systèmes qui consommaient beaucoup plus et qui éclairaient beaucoup moins. Et depuis maintenant, on va dire 4-5 ans, les LED sont devenus le rétroéclairage de choix. Je voudrais juste mentionner que les LED, ça a été découvert en 1907 et que le brevet a été déposé en 1927. Bien sûr, vous voyez que c'est un brevet qui est tombé depuis très longtemps et qui, malheureusement, du temps de l'inventeur, n'a jamais été exploité parce qu'il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas... Voilà. On connaît d'ailleurs la physique des cristaux liquides vous voyez bien qu'en 1927, on n'a aucune idée que les LED vont servir à peu près 80 ans plus tard à faire des écrans télé. Il n'y avait pas la télé, enfin, il n'y avait pas la télé couleur, on va dire.
Et puis on a d'autres applications actuelles, alors, qui sont plutôt dans le monde, qui restent encore quand même dans le monde de la technologie, dans le monde mais très présents dans le monde de l'industrie. Ce sont des détecteurs de température et de pression extrêmement précis, parce que tout à l'heure vous avez vu ces différentes phases, et ces différentes phases peuvent être très sensibles à la température et ou très sensibles à la pression, et donc les cristaux liquides permettent de faire des capteurs les plus précis pour température et pression. Et puis des choses un petit peu plus exotiques, je vous montre une photo, des verres qui deviennent transparents ou opaques selon l'éclairage ou selon éventuellement qu'on les traverse par un champ électrique. Voilà, donc ça c'était le petit paragraphe cristaux liquides. Donc vous avez vu, ça a commencé en 1880 et un siècle plus tard, vous avez les premiers écrans LCD. Mais entre-temps, il a fallu comprendre la physique des cristaux liquides, qui est maintenant quand même bien mûre, bien comprise. Mais à nouveau, ça a pris du temps et l'exploitation ne vient qu'au moment où on comprend. Et je vais terminer je ferai une petite conclusion sur la supraconductivité, le futur, mais je vais terminer par l'électronique. Tout à l'heure, de façon peut-être un peu provocatrice pour certains, je prétendais que c'était ce qui, dans notre vie de tous les jours, avait eu le plus d'implications. Et je voudrais quand même vous rappeler que c'est pas Apple qui a inventé ou Intel qui a inventé le processeur, vous allez voir. Dans l'article que je mentionnais tout à l'heure, je montre qu'il y a à peu près 30 prix Nobel de physique qui ont contribué à cet objet, et je ne compte pas les fondateurs de la mécanique quantique comme les Schrödinger, les Dirac, les De Broglie. C'est-à-dire, je compte les prix Nobel à partir de 1930-35. Les grands pères fondateurs de la mécanique quantique, je considère que c'est un peu loin. Voilà. Et donc on arrive, si on les compte, on est plutôt à 40 ou 50 prix Nobel là-dedans. Voilà. C'est quelque chose, il faut s'en souvenir. Je ferai un petit rappel dans ma conclusion. Alors, on en est au transistor électronique. Donc l'électronique en général, il faut comprendre que c'est la fille naturelle de la mécanique quantique. Il y a des choses qui sont possibles à l'échelle quantique, qui nous paraîtraient complètement farfelues à notre échelle. Une balle de ping-pong ne peut pas passer à travers le sol. Eh bien, un électron peut passer à travers, entre guillemets, un mur. C'est-à-dire, normalement, il ne devrait pas avoir l'énergie pour passer à travers le mur, comme la bille de ping-pong, et pourtant, il a une certaine probabilité de passer. Alors, mon but, c'est pas de vous faire une présentation sur la mécanique quantique. Je peux la faire à une future occasion. Mais une des grosses difficultés pour expliquer la mécanique quantique, c'est que justement l'intuition que nous avons développée à notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle du mètre, à l'échelle de la seconde, eh bien cette intuition est complètement prise en défaut à l'échelle atomique, à l'échelle du milliardième ou du 10 milliardième de mètre, pour pas vous dire à l'échelle du millionième de milliardième de mètre, là c'est encore pire. Voilà. Et pourtant, c'est la réalité qu'on observe tous les jours dans nos laboratoires. Hein. Donc, c'est pas moins vrai que ce qu'on voit à notre échelle. Mais c'est beaucoup plus difficile à expliquer intuitivement, tout simplement parce que ce qui est naturel à cette échelle ne l'est pas à la nôtre. Alors, en exploitant justement toutes ces choses, entre guillemets, qui ne sont pas naturelles, même regardez tout à l'heure mes photons, ces photons qui sont à la fois des grains de lumière et qui sont à la fois une onde, comme une... la lumière entre deux parois vibre comme une corde, donc c'est un peu bizarre ça aussi à comprendre, c'est pas intuitif. Comment peut être une onde et à la fois une particule? Mais la mécanique quantique vous dit que tout est à la fois une onde et une particule. Et donc en exploitant ça, mais maintenant en faisant ça avec des électrons notamment, en remplaçant le photon entre guillemets par des électrons, par exemple aujourd'hui on sait faire des microscopes électroniques depuis déjà 50-60 ans, c'est-à-dire on va observer en utilisant des électrons comme on utilise la lumière avec un microscope classique. Donc il faut comprendre vraiment que l'électronique ne peut pas exister sans la mécanique quantique. C'est-à-dire tout ce qu'on fait subir à un électron dans votre ordinateur,
on exploite vraiment les propriétés quantiques de la matière, vraiment donc à l'échelle, je vous dis, du milliardième de mètre. C'est-à-dire ce célèbre nanomètre, et en fait à une échelle même encore inférieure. Pour vous dire la taille des petites autoroutes dans lesquelles on fait bouger les électrons dans un ordinateur comme ça, maintenant sont typiquement les meilleures performances actuelles, c'est la vingtaine de nanomètres, hein, la vingtaine de milliardièmes de mètres. Hein, ça, c'est les chemins, les fils, entre guillemets, dans lesquels on fait bouger nos électrons. Donc ça, c'était juste en introduction. Et ce qui fait que, grâce au développement de la mécanique quantique, il a fallu attendre donc les développements de la mécanique quantique, mais on va dire que la mécanique quantique est mûre en 1940, avant-guerre. Alors, j'ai pas dit qu'on sait tout, mais les plus grandes découvertes autour de la théorie fondamentale de la mécanique quantique, ça, on va dire en 1940, je vais pas dire qu'on a tout compris, mais il y a eu d'autres découvertes après, mais on a les plus importantes avant 1940-1950. Et une fois que ce socle de connaissances est là, on peut commencer à l'exploiter. Et donc 3 physiciens, dont John Bardeen, dont on reparlera. Vous reconnaissez peut-être ce nom, parce que vous avez peut-être entendu dans vos études, on parlait des diodes de Shockley. C'est l'inventeur de la diode moderne, qui est basée sur le transistor. Et donc ces 3 physiciens américains au laboratoire Bell Labs, ça c'est une originalité, c'est un laboratoire d'une entreprise privée. C'était le laboratoire de recherche d'AT&T Bell, et Bell, c'est l'inventeur du téléphone, je vous rappelle. AT&T était la plus grosse entreprise de télécommunications aux États-Unis, et depuis la fin du 19e siècle, avait ce laboratoire de recherche extraordinaire qui a quand même donné 8 ou 9 prix Nobel, et qui a eu donc des interventions spectaculaires dans la physique du laser. L'un des physiciens que je citais tout à l'heure, Mehman, était des Bell Labs, mais aussi des fibres optiques, des capteurs CCD. Je vous raconterai la triste histoire des Bell Labs. Vous allez voir, c'est un cri d'alerte, mais je reviendrai un peu là-dessus. Donc dans ce laboratoire qui est privé, mais qui avait un gros département de recherche purement fondamentale, donc ça c'est assez original, mais qui a servi ce laboratoire, puisque plusieurs découvertes faites dans ce laboratoire, et notamment fibre optique, et c'est aussi le laboratoire où la gravure sur CD, entre guillemets, en utilisant des mots d'aujourd'hui, a été inventée dans les années 50. Hein. Donc à chaque fois que j'entends Philips a inventé le CD, j'ai rien contre Philips, mais c'est 30 ans après, et c'est le brevet pour écouter de la musique, ça n'a rien à voir. Alors ils ont amélioré pour que ce soit pas trop cher, pour pouvoir le vendre aux gens, mais c'est pas eux qui l'ont inventé. Voilà. C'est 30 ans avant. Donc ça c'était la petite parenthèse sur Bell Labs, mais on reviendra, je vous raconterai la triste histoire des 20 dernières années de ce laboratoire qui avait un siècle. Et donc Bardeen, Shockley et Brattain, mais c'est vraiment les 2 premiers qui sont les cerveaux, en 1947 inventent le premier transistor, et obtiennent d'ailleurs quelques années plus tard le prix Nobel pour ça. C'est de la recherche fondamentale à l'époque. Alors qu'est-ce que c'est un transistor ? C'est un circuit logique. Alors qu'est-ce que c'est un circuit logique ? Okay. Je vous donne, on va dire, la vision la plus simple. Vous faites rentrer 2 fils avec 2 courants électriques, et la sortie va être dictée par ce que vous mettez à l'entrée. Alors ça sert à faire, en fait, si vous dites 1, si vous dites 0, la sortie c'est 1 ou 0. Et vous voyez qu'avec ça, vous pouvez commencer à faire des calculs, et c'est ça qui se passe dans votre ordinateur. Voilà. Alors après, ça a plein d'autres missions, ça peut être un amplificateur, un redresseur de courant, mais c'est un des éléments, c'est la brique de base pour ajouter des 0 et des 1, où les 0 et les 1 représentent en fait des champs, des courants électriques. Voilà. Alors, au passage, à l'époque, il y avait déjà les tout premiers ordinateurs. Je vais mentionner l'ENIAC. Et ce qui jouait le rôle d'un transistor électronique, c'était une ampoule qui est à peu près la taille d'une ampoule électrique, j'allais dire moderne, entre guillemets. Ça faisait ce que faisait un transistor, qui maintenant faisait ça à l'échelle, presque à l'échelle atomique ou polyatomique. Voilà.
Et là, c'est l'un des premiers, on dit que c'est le premier ordinateur, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est le premier ordinateur, on va dire, à cette échelle, l'ENIAC, donc dans les années 40, qui lui fonctionnait encore avec ses bulles, ses lampes à vide, l'ancêtre du transistor, et qui prenait une place. Ça, c'est moins puissant que votre montre gadget d'aujourd'hui, hein. C'est assez, il faut le savoir. Voilà. J'en ai vu un, j'ai jamais vu l'ENIAC, mais j'ai vu la copie japonaise de l'ENIAC qui a été réalisée dans les années 50, et c'est assez impressionnant, c'est énorme, et vous avez l'impression de voir une plaque. Vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà désossé un ordinateur ou un objet électronique, vous voyez ces circuits intégrés, et vous avez l'impression de voir un circuit intégré, mais à l'échelle x100. C'est-à-dire vous avez des grosses plaques derrière qui relient les lampes à bulles. Les lampes à bulles, elles sont grosses comme le poing. D'accord? Donc, tac, tac, donc c'est le circuit imprimé, sauf que au lieu de faire quelques millionièmes de mètre maintenant, c'est gros comme le poing. Et donc, la première fois que j'ai pu me payer un ordinateur en travaillant l'été, je me suis payé un ZX81 qui avait 1 kg octet de mémoire, c'est-à-dire il avait 1000 cases de mémoire, et on pouvait acheter l'extension que je montre ici, qui est à peu près la taille d'un paquet et demi de cigarettes. Il y avait 16 000 cases de mémoire, et ça coûtait 500 francs de l'époque. Et aujourd'hui, vous achetez ça, c'est grand comme le pouce, et ça a 32 milliards de cases de mémoire. Donc ça veut dire que c'est passé des choses entre les deux. 32 milliards, donc là vous avez 16 000, 32 milliards, donc vous avez 2 millions de fois plus de mémoire dans un truc qui est gros comme le pouce, que dans un truc qui est gros comme un paquet et demi de cigarettes. Et tout ça en seulement 25 ans. 25 ans, 30 ans. Donc ça veut dire qu'il s'est passé des choses. Et une des choses qui s'est vraiment passée, en fait, a aussi une histoire intéressante. C'est la magnétorésistance. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste vous dire l'effet. Pas vous expliquer, c'est effectivement assez complexe, mais comment il l'exploitait. Mais la magnétorésistance, c'est le fait que quand on applique un champ magnétique sur un matériau, on peut faire varier sa résistance. Voilà. Et ça a des conséquences sur le fait qu'on peut, à l'inverse, par des champs électriques, on va dire aligner les propriétés magnétiques de certains matériaux. Je ne rentre pas dans les détails, ça mériterait une présentation elle-même. Le fait est que c'est une découverte réalisée par l'un des plus grands physiciens du 19e siècle, qui est ou bien connu sous le nom de William Thomson, et quand il a été, quand il est devenu Lord, est devenu Lord Kelvin, il a laissé d'ailleurs son nom à l'unité de température, et il a découvert donc cet effet en 1857, qui à l'époque donc était une curiosité, ou en tout cas un phénomène qui restait complètement inexpliqué, qui a été, on va dire, expliqué dans les années 20-30, de façon, on va dire, convaincante par la mécanique quantique. C'est un effet, c'est vraiment un effet quantique. Mais on va dire que cet effet a vraiment commencé à être exploité à partir des années 2000, et j'aime bien je développe un peu cet exemple parce que pas mal de choses se sont passées en France, notamment à l'INSA de Rennes pour la découverte de la magnétorésistance à effet tunnel. Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que je vous ai dit qu'un champ magnétique, beaucoup plus fort que le champ magnétique terrestre, hein, bien sûr, va avoir un effet sur la résistance d'un matériau. Mais pour les matériaux normaux, l'effet est très petit, de l'ordre de quelques pourcents. Voilà. Ce qui a été découvert en fait depuis 1975, c'est des matériaux artificiels, c'est-à-dire au sens fabriqués par l'homme, où cet effet est extraordinairement est multiplié par un facteur extraordinaire, ce qui permet de détecter des champs magnétiques très très faibles et de créer de graver de l'information, c'est-à-dire d'ordonner les champs magnétiques dans la matière de façon à une échelle toute petite. Et cet effet donc a été vraiment découvert au début des années 80 et vraiment, on va dire, à partir de 88 par
Albert Fert à Orsay et Peter Grunberg à Cologne, qui ont partagé le prix Nobel 2007. Donc j'avais mentionné Albert Fert tout à l'heure. Alors ça, c'est une découverte qui n'a pas trop mis de temps. Si vous ne considérez pas que ça a démarré en 1857, on va dire qu'entre 1857, dans ce registre, et 1960, c'est vrai qu'il ne s'est pas passé énormément de choses. Donc pendant un siècle, il ne s'est pas passé grand-chose, parce que, voilà, un, ne comprenait pas, deux, l'effet était mineur, pas très spectaculaire. Et puis à un moment, on l'a tellement bien compris, et l'effet étant pas très important, ben, les gens se sont désintéressés des effets de magnétorésistance. Il a fallu vraiment les travaux de Michel Junière en 1975 pour réactiver le domaine, et avec l'arrivée des travaux de Grunberg et Fert. Et vous avez vu donc cette évolution, en fait c'est ce qui nous a fait passer du mégaoctet au gigaoctet. Donc je vous ai rappelé que ma mémoire là, de cet ordinateur, du ZX81, j'ai vu des gens hocher la tête, donc, qui je pense ont à peu près le même âge que moi et ont peut-être acheté ou fait acheter le premier ordinateur à moins de 1000 francs. Il était vendu 999 francs. Et c'était un vrai ordinateur avec des pixels et tout ça. Une résolution de 64 par 128 par 64, je crois. 128 par 48. Donc vous voyez, maintenant vous êtes plutôt à 2000 par 1500 sur vos télés, quoi. Et donc vous êtes passé en 30 ans du kilo-octet, c'est-à-dire 1000, au mégaoctet. Dans les années 90, vous aviez un disque dur de 10 mégaoctets, 1 million. Dès le début des années 60, où les composants à magnétorésistance géante ont commencé à arriver, on est arrivé au gigaoctet, c'est-à-dire 1 milliard de cases mémoire sur votre mémoire vive, ou c'est-à-dire la mémoire non permanente, ou sur votre disque dur, hein, puisque c'est utilisé à la fois pour la mémoire vive que pour les disques, l'adressage des disques. Et aujourd'hui, avec l'amélioration de la technique, on arrive facilement à des milliers de milliards, c'est-à-dire des téraoctets. Hein, aujourd'hui, dans le commerce, vous trouvez des disques durs d'un téraoctet, c'est just routine. Donc vous voyez, on a gagné entre 1980 et aujourd'hui un facteur 1 milliard dans la taille de mémoire de nos ordinateurs ou de nos appareils photo ou de nos téléphones. Un facteur 1 milliard pour des prix qui ont plutôt, on va dire pour le même objet relativement, ont baissé de façon colossale. Alors, je vais conclure avec peut-être le futur. Alors, vous allez voir que le futur va rencontrer le passé. C'est la supraconductivité. Alors, juste par curiosité, qui a déjà entendu le mot supraconducteur ou supraconductivité? Allez, levez les mains. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et pourtant, vous n'en avez pas chez vous. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, c'est une très vieille découverte. En fait, c'est plus vieux que le laser, c'est plus vieux que l'électronique. En 1911, physicien hollandais, Onnes, qui a eu le prix Nobel quand même très vite après, comme vous voyez, a découvert un effet ultra spectaculaire, à savoir, donc il l'a découvert dans le mercure, mais il se trouve que énormément de matériaux ou d'alliages ont ce genre de propriétés. Il a découvert que si vous refroidissez du mercure à moins de 171 degrés Celsius, je vous rappelle que le zéro absolu, c'est en dessous duquel vous ne pouvez pas aller, c'est moins 273 et des poussières. Alors pourquoi on ne peut pas aller? Parce que la température, vous voyez que la température, c'est de l'énergie cinétique, c'est-à-dire c'est du mouvement. Quand on dit qu'un gaz est chaud, c'est que les molécules de gaz bougent très vite. S'il est froid, c'est qu'elles bougent très lentement. Et on ne peut pas faire moins que de ne pas bouger. Donc le zéro absolu, c'est que ça ne bouge pas. C'est tout. D'accord? Donc dit comme ça, il n'y a pas du tout de paradoxe à ne pas pouvoir aller plus bas que le zéro absolu, puisque le zéro absolu, ça ne bouge pas. C'est l'énergie d'un truc qui ne bouge pas. Voilà. Donc moins de 171 degrés, à l'époque, c'était vraiment une prouesse technique. Hein. Il n'y avait que lui qui savait faire ça au monde. Et il a mis du mercure, il a mesuré, il a fait passer un courant, il a mesuré le voltage et il a trouvé une résistance qui était nulle. Je n'ai pas dit faible, j'ai dit nulle.
La résistance d'un supraconducteur en dessous de sa température critique, donc la température critique, c'est la température en dessous de laquelle il est supraconducteur, sa résistance est nulle. Alors, on va aller aux applications potentielles, mais vous pouvez tout de suite imaginer la portée immense que ça peut avoir. Je vous rappelle tout simplement que votre ordinateur là, de bureau, vous avez un ordinateur au travail ou chez vous, 95% de l'énergie dépensée par votre ordinateur sert à chauffer la pièce. Pourquoi? Parce que la résistance électrique chauffe les composants. Alors malheureusement, plus on grave fin, plus l'énergie dissipée est importante. Donc essentiellement, la résistance électrique, ça fait chauffer votre ordinateur, ça fait chauffer votre télé, ça fait aussi chauffer votre frigidaire. Des fois, c'est intéressant parce que ça vous permet d'éclairer. Hein, ça éclaire parce qu'on chauffe un filament qui est résistant, qui est très fin, donc très, très résistant, il laisse mal passer le courant. Et il y a de l'énergie qui est transférée entre les électrons et le matériau, ça le chauffe. Bon, là, ça nous éclaire, c'est bien. Mais pour la plupart des choses, il faut savoir, je crois que c'est 20 ou 30% de l'énergie produite est dissipée dans son transport. Je ne parle même pas à l'échelle de votre ordinateur. Dans votre ordinateur, c'est 90% de l'énergie qui arrive à votre ordinateur qui ne sert à rien. Mais tout simplement, vous avez de l'ordre de 30% de l'énergie produite par les centrales nucléaires, par exemple, qui servent à chauffer les pieds des petits oiseaux. Voilà. Pas très utile. Donc, sans même parler des applications de la supraconductivité, on peut imaginer, et pourtant, vous n'en avez toujours pas chez vous. Alors pourquoi? Parce que moins 271 degrés, ça coûte cher. Ça coûte très très cher pour... Mais alors à l'époque, c'était un fait unique. Aujourd'hui, par les techniques laser dont je vous ai parlé, on refroidit facilement, entre guillemets, c'est-à-dire il y a 10 laboratoires dans le monde qui savent le faire, à 1 milliardième de degré au-dessus du zéro absolu. Voilà. Mais je vais dire en gros, refroidir en dessous de moins 80 degrés, ça coûte cher. Moins 77 degrés, ça coûte pas trop cher. Au-dessus, ça coûte pas cher. La preuve, votre frigo le fait. Refroidir en dessous de moins 80 degrés, ça coûte cher. C'est-à-dire, ça, vous l'aurez pas chez vous. Alors, je vais pas vous parler beaucoup plus de la supraconductivité. Je voudrais juste évoquer un des effets assez particuliers. Donc, c'est un nouvel état de la matière. C'est un effet purement quantique. C'est vraiment, c'est un effet très très intéressant. C'est bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment un pur produit de la mécanique quantique. Hein. C'est les électrons qui se mettent par paire dans les matériaux et qui se transforment entre guillemets en photons. C'est-à-dire, je caricature un peu, mais c'est des électrons qui se mettent par paire et qui se prennent pour un rayon laser. C'est ceux qui savent comment ça marche trouveront que c'est un peu caricatural, mais c'est pas totalement faux. Donc en 1933, Meissner a découvert que, en plus, un supraconducteur rejette totalement un champ magnétique. C'est-à-dire les lignes du champ magnétique ne veulent pas pénétrer dans un matériau supraconducteur. Ça s'appelle aujourd'hui l'effet Meissner. Et en 1950, l'école russe, donc je cite quelques noms de gens qui ont eu des prix Nobel, a eu vraiment une influence déterminante pour essayer d'expliquer. Là, je vous ai parlé de l'apparition, de le fait de s'apparier de deux électrons qui se comportent comme un laser. Je simplifie énormément. Ça, c'est une bonne compréhension qu'on a actuellement. Mais il a fallu comprendre comment cet effet extraordinaire fonctionne. Et il a fallu près de 40 ans pour le comprendre, et notamment l'école russe a été vraiment fondamentale. Mais finalement, l'explication bien cohérente a été fournie en 1957, enfin et dans quelques années avant, par John Bardeen. Et rappelez-vous, Bardeen, je l'ai déjà mentionné, il a eu le prix Nobel pour l'invention du transistor électronique. Donc c'est le seul physicien qui a eu 2 fois le prix Nobel en physique. Il y a quelques scientifiques qui ont eu 2 fois le prix Nobel, Marie Curie en physique et en chimie, et Linus Pauling en chimie et le prix Nobel de la paix.
Voilà. Mais c'est donc John Bardeen est le seul physicien à avoir eu 2 fois le prix Nobel. Vous auriez pu me dire, Einstein aurait pu l'avoir 5 fois, ça n'aurait pas été un scandale. Donc Bardeen, Cooper et Schrieffer, on va dire c'est vraiment Bardeen et Cooper, donnent une explication, en gros l'appariement des électrons qui se comportent comme un laser, mais ça sort d'un calcul qui utilise les lois de la mécanique quantique et obtiennent normalement le prix Nobel en 72. Alors, c'est la fin de l'histoire. À l'époque, la supraconductivité, on avait tout compris. Il y a des gens qui continuent à y travailler, mais beaucoup moins qu'avant, parce qu'on avait tout compris. Eh bien, alors, vous voyez, on a tout compris, mais on ne le voit toujours pas à la maison. Alors pourquoi ? Parce que s'il faut refroidir à moins 250 degrés pour avoir un supraconducteur, ça coûte trop cher. Et donc, pour refroidir votre ordinateur, non, ça coûte trop cher. On va pas installer une salle avec un appareil comme ça pour refroidir votre ordinateur, juste pour pas qu'il se chauffe. Voilà. Et il y a eu un bouleversement en 86, donc 30 ans après la théorie BCS, où 2 physiciens suisses ont eu l'idée d'étudier un matériau qui a été d'ailleurs créé, un matériau artificiel, un alliage essentiellement à base d'oxyde et de cuivre et quelques bizarreries, qui s'appelle des cuprates à cause de ça, et qui avait été découvert par... pas découvert, mais c'est découvert depuis très longtemps, mais avait été vraiment systématiquement étudié par Bernard Ravo à Caen. Ils ont pris un des matériaux synthétisés par Bernard Ravo, et ils ont étudié ses propriétés physiques, et à leur grande surprise, ils ont observé que ces matériaux étaient supraconducteurs à moins 230 degrés. Alors vous allez me dire, 43 degrés au-dessus du zéro absolu, c'est pas BZF, c'est encore très très froid, mais c'était un pas spectaculaire. Tous les autres matériaux supraconducteurs qu'on connaissait jusqu'à maintenant étaient plutôt étaient en dessous de moins 240, moins 245 degrés. Donc, et assez rapidement, en travaillant un peu plus sur ces matériaux, on est allé jusqu'à moins 140 degrés, ce qui veut dire qu'en quelques années, on a gagné 100 degrés. Et vous voyez que le Graal serait de trouver des matériaux supraconducteurs qui soient supraconducteurs à température ambiante. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas besoin de les refroidir pour qu'ils soient supraconducteurs. On en est encore loin, mais je vous ai dit que ce n'est pas vraiment ça même le Graal. Le Graal, ce serait moins 77 degrés. Il se trouve que moins 77 degrés, c'est pas cher, et en dessous, c'est cher. Donc on ne demande pas des supraconducteurs à température ambiante, mais on va dire moins 240 c'est beaucoup trop bas, moins 140 c'est trop bas, mais on se rapproche de notre cible. Voilà. Donc ça, c'est les records actuels sont autour de moins 130, moins 140 degrés. Et le fait est, c'est que c'est un théorème mathématique, entre guillemets. Si la théorie de Bardeen, Cooper et Schrieffer explique la supraconductivité, elle prévoit aussi que, grosso modo, vous ne pouvez pas faire de la supraconductivité au-dessus de moins 240 degrés. C'est-à-dire, cet appariement des électrons qui, après, se transforment comme des photons dans un laser, eh bien, ne peut pas avoir lieu au-dessus de moins 240 degrés. Or, on a des nouveaux supraconducteurs à moins 140 degrés, donc ça veut dire qu'il y a une autre explication. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette explication n'est toujours pas connue formellement. On a des fortes idées, c'est un des sujets importants de travail dans mon laboratoire, et que c'est un sujet donc très actif. Vous pouvez imaginer que depuis 1986, l'étude de la supraconductivité a reconnu un retour extraordinaire. Alors l'effet est plus compliqué. Et donc en 2011, la supraconductivité a fêté ses 100 ans et reste donc un domaine très actif de la recherche et n'est toujours pas rentré dans nos maisons. Mais il y a quand même quelques applications, parce que j'ai évoqué juste quelques possibilités. Le fait de pouvoir avoir des fils qui ne résistent absolument pas, c'est-à-dire le flot des électrons à l'intérieur de ces fils se fait comme s'ils étaient dans le vide, en fait. C'est un effet quand même assez extraordinaire et qui a en fait beaucoup d'applications. Je vous ai dit aussi un autre effet de ces supraconducteurs, c'est qu'ils rejettent les champs magnétiques.
Et donc, le genre d'application, mais malheureusement, c'est tellement cher à refroidir à basse température que pour l'instant, les applications industrielles restent dans le domaine de la très haute technologie. On n'est pas prêt d'avoir un frigo supraconducteur ou un ordinateur supraconducteur à la maison. Mais je vous donne quelques applications. Il y a un modèle de train à suspension magnétique donc, qui est fait avec des matériaux supraconducteurs et qui lévite sur son graille grâce à l'effet Meissner. Enfin bon, ça reste anecdotique, c'est pas une solution aujourd'hui viable industriellement. Ça sert pour le stockage, ça pourrait servir pour le stockage d'énergie. Vous avez une bobine, vous lancez votre courant, un très fort courant, dans un matériau qui est supraconducteur, vous débranchez, le courant continue à tourner. Je vous rappelle, la résistance, c'est freiner les électrons. Le courant est toujours là. Vous revenez un siècle plus tard, vous rebranchez, vous récupérez l'énergie de vos électrons, le courant électrique. Voilà. Donc le stockage d'énergie, qui est un gros problème aujourd'hui, essentiellement, on ne sait pas stocker l'énergie. C'est un gros problème. On la produit, il faut la consommer tout de suite. Et il y a aujourd'hui des applications, par contre, dans le milieu industriel. Les composants électroniques les plus rapides, qui ne sont pas chez Intel, etc., mais qui, par exemple, peuvent être au CERN, et qui ont vraiment on va dire, des applications technologiques ultra pointues, sont produits avec des supraconducteurs. Les magnétomètres, c'est-à-dire qui mesurent les champs magnétiques les plus précis, sont produits avec des matériaux supraconducteurs. On a aussi besoin de faire des forts champs magnétiques dans certaines applications. Trois applications que je vous donne, l'IRM médical, hein, l'ARMN et une application un petit peu plus vraiment pointue, les accélérateurs de particules. Dans ces trois systèmes, on a besoin de produire des très forts champs magnétiques, l'ordre de plusieurs millions donc, de fois le champ magnétique terrestre. Alors c'est très facile de faire un champ magnétique. Prenez une bobine, vous entourez un fil, vous l'entourez d'un fil, et vous faites passer un courant, et ça produit un champ magnétique. Génial. Alors c'est quoi la difficulté? C'est que plus votre champ magnétique est important, celui que vous voulez produire, plus il faut faire passer un courant fort. Et le problème, c'est que pour les courants qu'on veut atteindre dans une IRM ou au CERN, pour infléchir la trajectoire des particules qui ont une énergie tellement prodigieuse qu'il faut des champs magnétiques très intenses, eh bien, il faut donc des champs magnétiques très forts et donc des courants très forts. Et si vous faites ça avec une bobine de cuivre, vous passez le courant, la bobine de cuivre, elle brûle, mais dans la seconde. Voilà. Et à cause de la résistance électrique, c'est-à-dire les courants qu'on fait passer dans ces bobines sont tellement intenses que si on le fait avec un matériau non supraconducteur, la bobine se vaporise instantanément. Et donc on utilise des bobines supraconductrices qu'on refroidit en dessous de la température critique du supraconducteur. Et là, magique, elle laisse passer le courant sans résistance, elle produit le champ magnétique. Et donc c'est utilisé encore dans la très haute technologie, mais le premier appareil, je ne vais pas dire heureusement pour nous de la vie de tous les jours, on voudrait le voir le mois suivant, mais vous avez dans l'IRM, le gros volume de l'IRM, c'est le système de refroidissement pour refroidir la bobine supraconductrice à l'intérieur, et c'est des supraconducteurs à haute température, c'est-à-dire les nouveaux supraconducteurs découverts. Voilà, j'ai terminé. Et je voudrais juste quand même terminer par quelques réflexions autour un petit peu de ce que je vous ai dit. Donc je vais oublier ces quelques applications, ces quelques découvertes fondamentales qui ont conduit ou qui vont conduire à des applications. Je voudrais un peu faire un résumé un peu plus philosophique, c'est peut-être un grand mot, mais des divers points que j'ai abordés. Donc, la mission première de la recherche fondamentale, c'est de faire avancer le savoir. C'est presque un gros mot aujourd'hui, mais c'est sa mission première, et c'est de découvrir vraiment et comprendre des phénomènes qu'on ne comprend pas du tout. D'abord les découvrir, et puis après de comprendre comment ils marchent. On n'est pas c'est pas de faire un écran plus petit. Il faut comprendre, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup de respect pour les gens
qui doivent, au début, on a des écrans LCD qui sont trop chers, qui ne marchent pas, etc., d'arriver aux écrans actuels de télé. Ça n'a pas été facile, hein, croyez, hein. Mais ce n'est pas le même boulot. Voilà. Et il faut accepter qu'on ne peut pas donner le temps de la fin de la mission. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, il n'y a pas quelqu'un en 1917 qui dit à Einstein, bon, allez, je laisse 4-5 ans pour bosser là-dessus, puis si ça aboutit pas, on ferme. Hein? Vous imaginez l'effet que ça aurait pu avoir. Ben, vous allez voir que malheureusement, ça a lieu. Donc, la seconde leçon, et quand même je vous l'ai montré sur des choses alors, de la physique, parce que c'est mon domaine que je maîtrise mieux, mais quand même la leçon sur des systèmes qui, hein, je ne vous ai pas menti, c'est l'électronique, les cristaux liquides, le laser, ce n'est pas des petites des choses qui influencent de façon marginale notre vie, c'est vraiment des choses... j'ai vu, la dernière fois que je suis allé dans un magasin de téléphone portable, quelqu'un piquait une crise de nerfs parce que son portable avait Orange ne voulait pas remplacer son portable dans la seconde. C'est-à-dire comment je vais vivre. Et il y avait tous les clients autour de lui, mais monsieur, vous allez survivre, je vous jure. Mais le type, il était en panique. C'est-à-dire, on a fait venir l'ambulance. Le type faisait une crise de panique. D'accord ? Maintenant, vous rigolez, mais je coupe l'électricité chez vous, et je vous dis, à partir de maintenant, on vit comme ça. Et je sens qu'il y en a qui ne vont pas rigoler. Et je coupe l'électricité de votre voiture aussi. Hein. J'enlève tous les composants électroniques de votre voiture. Débrouillez-vous. Alors, il faut comprendre que les applications technologiques les plus spectaculaires, donc là je vous en ai donné, hein, le transistor électronique, parce que là je ne vous ai pas donné souvent les gens quand ils pensent à transistor, ils pensent poste de radio, et effectivement le premier objet qui a été commercialisé avec des transistors, cet objet que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est un poste de radio en 1954 par Grundig, si je me rappelle bien, donc l'entreprise allemande. Et il l'avait appelé le transistor, parce que c'était le premier qui utilisait cette nouvelle technologie. Voilà, donc le mot transistor électronique est resté. Transistor de radio, parce que vous passiez de la boîte grosse comme ça, qui avait, rappelez-vous, ces ampoules qui grillaient tout le temps, au petit poste de radio portable qui ne grillait pas. Voilà. Et donc il faut comprendre que la plupart des applications technologiques les plus spectaculaires sont le fruit de recherche fondamentale, l'exploitation de recherche fondamentale qui ont pu être longues, elles ne sont pas toujours aussi longues, mais plus c'est spectaculaire, plus c'est long. Hein. Ça, quand même, souvent, faut quand même, c'est quand même une vérité. Et longue et maîtrisée, c'est-à-dire, c'est pas juste de découvrir la supraconductivité ou découvrir l'émission stimulée, mais c'est de le comprendre. Voilà. Et par contre, au moment de la découverte, il n'y a pas moyen d'anticiper. Ça ne sert à rien. C'est très dur d'anticiper l'application. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'en 1917 à Einstein, ou même en 1930, quand on commence à comprendre que l'émission stimulée va conduire à l'amplification de la lumière, est-ce que vous pouvez imaginer qu'en 1930, quelqu'un peut se douter qu'on va un jour écouter de la musique grâce au laser ? Ou même qu'on va opérer les yeux, ou qu'on va découper des ailes d'avion, ou qu'on va mesurer la distance Terre-Lune, ou Terre, n'importe quoi pratiquement. Non. Donc des fois, penser à l'application au moment où on fait la découverte, on est juste en train de limiter notre champ d'investigation. C'est une fois qu'on comprend bien qu'on se dit, bon, mais à quoi ça peut servir ce truc ? Et là, ça nous saute souvent à la figure, tellement c'est évident. Voilà, une fois qu'il y a le laser, on commence à voir, tiens, ça peut attaquer n'importe quel matériau, ça transmet l'information. Voilà. Alors donc le risque, c'est bien sûr de trop aiguiller la recherche fondamentale en se trompant sur sa véritable mission, qui est d'abord de faire avancer la connaissance, et si on peut exploiter ces connaissances, ben, tant mieux. Et quand même, le secret derrière, c'est qu'il y a eu très peu de connaissances fondamentales que l'homme n'a pas exploitées. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas paniquer en disant « mais ça sert à quoi ton truc ?» Si il y a eu très peu de connaissances, même dans les mathématiques les plus pures, où finalement ça n'a servi à rien. Mais au moment où c'est découvert, ce n'est pas la motivation,
Et ça ne doit pas être la motivation, parce que si c'est la motivation, on met un frein, on met des œillères. Et je crois que j'ai une dernière ligne. Si mon pointeur, voilà. Alors bien sûr, les liens entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, ça c'est malheureusement un problème en France, doivent être développés. Parce que l'idée, plus on fera passer rapidement la recherche, le socle de savoir de la recherche fondamentale vers la recherche appliquée, plus on va dire, le progrès technologique arrivera aux citoyens, bien sûr. Mais il faut quand même se méfier de ce que j'appelle l'impatience ambiante, où finalement, ce que je vous ai montré aujourd'hui, franchement, avouez-le, ça ne transparaît pas, par exemple, dans les médias. Dans les médias, on vous dit Apple a fait le téléphone plus petit, ou regardez, l'année prochaine, Samsung va sortir le machin, ou la nouvelle télé de bidule. Et on a l'impression que c'est en train de se faire, que ça vient juste de se faire, alors qu'on ne voit pas que la technologie, dans 50 ans, elle se prépare aujourd'hui. Je ne vous ai pas menti là-dessus, c'est l'échelle de temps. Et donc, voilà. Alors on est une société très impatiente, à la fois nous comme consommateurs, moi y compris, mais aussi les industriels, c'est-à-dire ceux qui financent le développement. Et je reviens à mes petits Bell Labs. Malheureusement, la plupart des entreprises privées dans le monde ont complètement fermé leur laboratoire interne de recherche fondamentale, y compris le plus célèbre d'entre eux, les Bell Labs. Donc je vous rappelle les fibres optiques, le capteur CCD 1950, qui est arrivé dans vos appareils photo dans les années 90, donc 40 ans plus tard, et surtout le transistor électronique. Eh bien, Bell Labs, AT&T a décidé de se débarrasser de sa partie technologique. Ils ont gardé le téléphone. Et la partie technologique est devenue Lucent. Certains ont entendu le nom. Et il y a maintenant 12 ans, Lucent a été racheté par Alcatel, qui s'appelle aujourd'hui Alcatel-Lucent. Et il y a 2 ans, Alcatel-Lucent a annoncé que Bell Labs, ils ont gardé le nom parce que c'est quand même Bell, c'est l'inventeur du téléphone, et avec le prestige de sa laboratoire. Et donc il y a 2 ans, Alcatel-Lucent a annoncé que Bell Labs ne ferait plus de recherche sur l'électronique. Vous imaginez le laboratoire qui a quand même derrière lui, je ne sais plus si c'est 8 ou 10 prix Nobel de physique, mais surtout qui a inventé le transistor électronique. L'entreprise qui possède ce laboratoire a décidé qu'elle n'allait plus faire de recherche en électronique. C'est-à-dire qu'ils sont largués. Ils sont largués pourquoi? Parce que j'y étais dans les années 90, eh bien ils ont viré tout le monde, ils ont fermé leur département de recherche fondamentale et maintenant ils sont largués. Voilà. Alors un petit mot sur le fait que même dans nos laboratoires, malheureusement, on est financé, c'est normal qu'on ait des contrats, on va dire, sur objectif, mais la part de ces contrats, je suis directeur donc, du laboratoire, et donc je m'occupe aussi du budget, et le budget de notre laboratoire, mais c'est assez typique, c'est de l'ordre de 85... je vais vous donner des chiffres, c'est quand même intéressant. Notre budget, c'est de l'ordre du million d'euros. Alors ça couvre beaucoup de salaires de doctorants et de post-doc, je vous rassure, nous, dans les laboratoires de physique théorique, on ne dépense pas beaucoup de matériel. Le CNRS, alors bien sûr, paye certains salaires, dont le mien, mais donne au laboratoire 33 000 euros, l'université 57 000 euros, et tout le reste, c'est des contrats avec l'Agence nationale de la recherche, l'Europe, des industriels et la région, etc. Et ça, c'est des contrats où on cherche notre argent, on présente sur des dossiers, des taux d'acceptation parfois de 1 sur 10, et c'est des contrats surtout sur 3-4 ans, c'est-à-dire où on dit où est-ce qu'on va à la fin. Et vous voyez bien que c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc c'est un petit peu aussi un signal d'alerte. Si vous avez des amis politiciens, de leur dire attention. Voilà. Bon, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for humanity.